Bonjour, j'espère que votre polycloud se passe bien. Aujourd'hui, du coup, je vais vous présenter, j'ai pas les slides, je vais vous présenter comment compiler plus de 1000 applications Rust en 3 minutes. C'est un retour d'expérience sur la CI, la compilation de Rust dans la CI dans le cadre du projet ArielOS. Alors, qu'est-ce que c'est ArielOS? C'est un système d'exploitation bibliothèque pour microcontrôleurs. C'est un projet académique qui est en open source, que vous pouvez trouver sur GitHub. Euh, L'objectif, c'est de abstraire le hardware, donc tout ce qui est partie microcontrôleur et les composants sur la carte, pour euh, écrire une application une fois et le compiler sur plusieurs cartes différentes, que ce soit de l'ESP32, du STM32 ou des cartes nordiques ou Raspberry Pi Pico. Euh, une, euh, une application pour faire clignoter une LED, ça ressemble à ça, et ça fonctionne du coup sur toutes les cartes supportées par ArielOS qui ont une LED. Du coup, ça veut dire qu'on a beaucoup, en tant qu'ArielOS, on a beaucoup de cartes à supporter, on a beaucoup de composants différents à supporter, et il faudrait bien qu'on ait un moyen de vérifier que tout fonctionne toujours. Donc on aimerait faire ça dans une CI, automatiser tout ça. On n'est pas encore à la taille d'avoir du test directement dans le hardware euh, à chaque PR. Donc on aimerait que tout fonctionne. On aimerait quand même que tout fonctionne avant de merge une PR. Et donc pour ça, on utilise la puissance de Rust, où en théorie, il y a pas mal de bugs qui sont découverts au moment de la compilation. Ou s'il y a un problème au niveau du linker, au niveau même de la syntaxe, du coup, euh, le but c'est de le détecter. Euh, on a une compilation un peu spéciale comparée à du Rust normal dans ArielOS, où on a développé un outil qui s'appelle Laze, qui s'occupe de configurer l'appel à cargo. Comme on n'utilise pas les mêmes bibliothèques en fonction des différents microcontrôleurs, Laze va s'en occuper et donner tous les bons arguments à cargo. Et du coup, c'est Laze qui connaît toutes les combinaisons possibles. Et on peut demander à Laze de faire de compiler pour toutes ces combinaisons possibles. Ça fait, avec 50 applications d'exemple et 40 cartes supportées, on est maintenant à environ 2000 combinaisons. Donc j'appelle ça on peut appeler ça des applications, euh, et qui font du coup à chaque fois un binaire différent. Bien sûr, ça augmente avec chaque ajout de fonctionnalité, chaque microcontrôleur qui est ajouté. Et si on lance sur une machine euh, la compilation de toutes ces combinaisons, si on veut faire un test comme ça, sur une seule machine, on se retrouve à une compilation d'environ 3 heures. Rust est quand même assez lent, c'est un des langages les plus lents à se compiler, et en plus là on rajoute beaucoup, euh, beaucoup de choses à compiler. Euh, donc avant que je commence à travailler sur l'amélioration de cette CI, on utilisait les runners publics de GitHub Actions. On arrivait quand même à séparer en partitions, c'est un peu comme les partitions Kafka, où en fonction du hash, du nom de la combinaison, on se retrouve à aller dans sa partition numéro 1 ou partition numéro 2 en fonction du nombre de partitions. On utilisait les 20 runners qui étaient fournis par GitHub gratuitement pour les projets open source. Aussi, ce qu'on a implémenté, c'est on réduit un peu le nombre de cartes qui sont testées. Des fois, quand on fait du changement sur des
juste des fonctionnalités qui sont liées à Nordic. On ne va pas recompiler tout ce qui est STM32. On fait ça dans les PR, on met un label GitHub pour dire compile uniquement Nordic ou compile un set limité pour que ça aille un peu plus vite. Mais ça reste quand même assez lent. Et en plus, on a besoin de supprimer des outils qui sont sur le runner pour faire de la place, parce que sinon, la compilation de Rust génère tellement de fichiers qu'on arrive à court d'espace sur les runners gratuits. Il y a aussi d'autres limitations. Du coup, comme on est à 20 runners en parallèle, ça bloque toutes les autres CI. Donc si on a plusieurs PR en même temps, ça va être super lent. On ne peut même pas espérer avoir du cache, comme c'est des fichiers assez lourds. Une compilation complète, ça fait 150 gigas. Donc mettre en cache sur un GitHub gratuit, ça ne sera pas possible, on est limité à 10 gigas. Il y a aussi des problèmes de fiabilité. Ça nous affecte toujours, comme on a d'autres, on utilise toujours un peu le GitHub Action gratuit, où en fait, la PT update, des fois, prend 4 heures à s'exécuter ou juste ne termine jamais. C'est un problème assez bizarre où c'est communication entre un serveur Azure de GitHub Actions et un serveur Azure des répertoires de Ubuntu. C'est très bizarre, c'est la magie de GitHub. Et aussi, on devait installer les outils de Rust à chaque fois, à chaque partition. Ça rajoutait du temps pour chaque partition. Donc oui, c'est lent. Donc, il n'y a pas trop de solutions, il va falloir commencer à payer. J'ai regardé rapidement les runners GitHub pour payer des runners GitHub. Si on prend la version à 4 vCPU et 16 Go de RAM, ça nous coûterait 600 € par mois. C'est difficile à justifier dans un projet académique. Donc on est parti plus sur une idée d'auto-hébergement, de self-host. À l'époque, on avait trouvé des mini-PC à peu près 600 € qui nous donnaient 32 threads, 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD. C'est plutôt pas mal. En plus, comme on installe ces PC dans nos bureaux, le coût de l'électricité, le coût de Internet, ça ne rentre pas dans le budget. C'est fourni par l'INRIA, c'est cool. Et en plus, on a des améliorations possibles pour plus tard où on pourra connecter des cartes de développement pour exécuter des tests dessus pour des améliorations futures. Ça ressemble à ça dans nos bureaux. On a mis 2 machines à Paris et 2 machines à Berlin. L'idée, c'est d'avoir du coup des zones de disponibilité, que tout ne tombe pas. Au niveau du coup, ce qu'on veut installer dessus, on a besoin d'être connecté à GitHub Actions, de lancer des workflows GitHub Actions, de récupérer. Et on aimerait avoir des environnements éphémères pour tester la reproducibilité de nos compilations. On veut réduire au maximum le temps d'exécution. Donc pour ça, on préinstalle les outils et les versions de Rust qu'on va utiliser. On peut faire ça sur tout ce qui a un système d'image comme Docker ou nous on est parti sur Incus, mais ça n'a pas trop d'importance pour ce talk. Et on va mettre en cache un maximum de données. Alors, à quoi ressemblent les données générées par la compilation? Laze pose tout ça dans un dossier build où normalement il y a aussi les sources de ArielOS. Et comme on est dans le repo ArielOS lui-même, ils n'y sont pas. Donc on a juste un dossier bin qui contient les binaires et tous les résultats intermédiaires. Et tous ces résultats intermédiaires, c'est l'équivalent d'un dossier target de Rust pour chaque carte qui est supportée.
Donc à chaque fois, on va avoir le résultat, tous les résultats intermédiaires pour arriver à la compilation sur cette carte. Malheureusement, on ne peut pas trop partager ces fichiers intermédiaires parce que les features changent beaucoup trop entre les différentes cartes. Donc si on recompile des dépendances, ça va amener à recompiler des dépendances. Donc c'est mieux de tout avoir en séparé. C'est encore mieux pour si on veut le mettre en cache. Donc tout ça, ça fait 150 gigas. Il va falloir trouver un moyen efficace de tout stocker ces données. D'abord, je me suis penché sur ce qui était disponible sur l'environnement GitHub Actions. Il y a une action de TES-PKG Actions Cache qui envoie le cache vers un serveur S3. Ou sinon, on peut aussi utiliser un projet GitHub Actions Cache Server qui vise à remplacer le backend de GitHub par une simulation de ce backend qui stocke vers un S3 ou alors un dossier local. C'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut du coup avoir ce backend de remplacement qui fonctionne en dehors des différents runners et modifier le runner lui-même pour qu'il puisse accepter ce backend différent. Le problème, c'est que ces actions, elles ont un fonctionnement plutôt basique où à chaque fois quand on veut mettre en cache un dossier, il est mis dans une archive, dans un dossier temporaire, et ensuite envoyé vers un endroit pour stocker, vers le backend, vers un S3. C'est pareil pour la restauration. Et du coup, ça veut dire qu'on copie 150 gigas deux fois. C'est pas très... On aimerait éviter. C'est encore pire pour GitHub Actions Cache Server, où l'action officielle GitHub Actions, Actions/cache, envoie plusieurs parties de l'archive au backend. Du coup, cette simulation de backend stocke toutes les parties sur son système de stockage avant de les récupérer pour réassembler l'archive et la renvoyer. C'est pas vraiment optimisé. Ça a été maintenant corrigé dans la version 9 de ce projet. Mais du coup, quand on explorait, on était là. Ça fait quand même pour la restauration du cache, ça fait 800 Tera d'écriture par an. En 3 ans, pour des SSD qui sont garantis à 600 Tera écrits, en 3 ans, on en aura consommé nos SSD avec toutes ces écritures. Et encore, du coup, si on veut sauvegarder à la fin de chaque compilation les résultats, ça devient encore pire au niveau de cette usure. Donc, ce qu'il faudrait, c'est plutôt avoir une base où toutes les combinaisons sont déjà compilées et faire en sorte que le système de fichiers stocke uniquement la différence. Ça s'appelle le copy and write. Où OverlayFS le fait un peu différemment, où les fichiers ils sont copiés entièrement quand on veut les modifier. Sur les systèmes de fichiers BTRFS, ZFS ou XFS, c'est juste des liens vers les blocs de données. Donc, si on fait une modification juste à la fin, il y a toujours tout le début du fichier qui n'est pas copié vers la nouvelle donnée. Sur XFS, on peut que utiliser le système de reflink. Donc c'est un argument à la ligne de commande CP. Ça fait exactement la même chose, mais c'est plus compliqué du coup à utiliser quand on veut automatiser tout ça. C'est plus simple. J'ai choisi d'utiliser BTRFS pour
ce système de snapshot. On dit juste créer un snapshot de cette base et ça nous crée un dossier avec nos données à l'intérieur. Du coup, on est parti sur une compilation à chaque nuit de toutes nos données, avec du coup sans partitionnement, avec toutes les cartes pour qu'on ait tous les artefacts possibles qu'on puisse avoir besoin. Et on stocke ça sur notre système de fichiers BTRFS. Et pour chaque tâche, on fait un snapshot de ce cache de base et on fait des liens symboliques pour poser nos dossiers là où on veut qu'ils soient utilisés. Ça permet d'avoir les écritures qui sont redirigées via le lien symbolique vers notre dossier qui est stocké en copy on write. On a rajouté aussi deux caches additionnels. SC Cache qui met en cache tous les appels à RustC ou les compilateurs de C en fonction des arguments. Ça fait un complément de notre cache de tous les artefacts, où quand on gagne en différence de commits sur main, on a de plus en plus de commits en main depuis la matinée, depuis le matin où le cache de base a été compilé. SC Cache va pouvoir venir et aider à la fin de la journée sur les compilations qui sont de plus en plus différentes. Ça évite aussi du coup la recompilation entre les différentes cartes qui des fois utilisent les mêmes arguments. On récupère les mêmes artefacts grâce à SC Cache. Il y a aussi Git Cache qui est fait par un des membres de l'équipe de ArielOS qui permet de mettre aussi en cache les repos de Git pour réduire les temps de téléchargement. Des fois on a des gros repos avec beaucoup d'historique. Oui, désolé. Et donc on réduit encore plus le temps pour, des fois s'il y a besoin de retélécharger. Du coup, pendant mes expérimentations, j'ai trouvé un problème, c'est que tout le code qui est dans le repo ArielOS est recompilé à chaque fois. Même si le cache est parfait, tout ce qui est dans ArielOS est recompilé. Et en fait, il se trouve que Cargo, pour savoir s'il doit recompiler un fichier, il se base sur la date de dernière modification de l'artefact et la date de dernière modification du fichier source. Si le fichier source est plus récent que la date de modification, si le fichier source est plus récent que l'artefact, Cargo va demander une recompilation. Le truc, c'est que du coup, git clone, qui se passe au début de chaque tâche, marque tous les fichiers comme nouveaux. Du coup, je me suis dit, on va copier la date du dernier commit qu'il a touché. Pour chaque fichier, on va dire, on va essayer de trouver le dernier commit, et lui changer son temps de modification. Ça avait l'air de fonctionner, mais il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez compris le problème. C'est que on peut se retrouver à à tester des commits qui sont plus vieux que notre cache. Et ça nous amène à des effets qu'on ne veut pas trop, des faux positifs, où des fois Cargo va se plaindre qu'une fonction n'est pas déclarée, alors que dans les fichiers elle est déclarée, ou même des faux négatifs, où il y aura une erreur, mais qui ne sera pas compilée. Heureusement, la solution est plutôt simple, où on demande à Git
de lister tous les fichiers qui sont différents entre le moment où ça a été mis en cache et notre exécution, notre commit qu'on teste. Et avec ça, on se retrouve avec une CI qui tourne plutôt bien. On a notre build. Alors, là, j'ai un peu triché. On est à 3 minutes, 37 secondes, mais c'est que pour 600 combinaisons environ. Ça fait quand même plaisir d'avoir une CI qui tourne assez rapidement. En général, pour ce type de compilation, si on n'a pas de cache, même avec le partitionnement de 20 runners, on se retrouvait à... pardon, non. Oui, avec le partitionnement... sans cache, avec le partitionnement, on se retrouvait entre 20-30 minutes d'attente pour la même CI. En conclusion, les artefacts de compilation de Rust, ça prend beaucoup de place. Les actions de cache qu'on utilise dans GitHub Actions ne sont pas adaptées pour du gros stockage, donc pas adaptées pour du Rust. Cargo, du coup, recompile les fichiers en fonction de leur date de modification. Il y a une méthode de hashage pour les crates externes, mais pas pour le fichier le dossier qu'on est en train de compiler. Et il ne faut pas faire confiance à la date de ces commits. En général, faites pas confiance à votre utilisateur. En amélioration future, ça serait bien d'implémenter un cache par PR où pour chaque PR, on dérive une snapshot et on accélère du coup la récompilation qui réduirait un peu notre utilisation de SC-Cache. Ça serait bien aussi, comme pour l'instant on compile le cache sur chaque machine au même moment, ça serait bien de le compiler sur une seule machine et de l'envoyer via le réseau sur les autres machines. Et enfin, on aimerait bien, du coup, plus dans le futur, avoir du hardware in the loop, faire du test sur du vrai hardware pour s'assurer d'une meilleure façon que RHELOS fonctionne toujours sur les différentes cartes. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour le talk. Du coup, tu as dit que tu voulais mettre du hardware dans ta CI. Est-ce que tu as déjà une petite idée de comment vous comptez vous y prendre ou c'est encore à réfléchir? C'est encore à réfléchir. J'ai entendu qu'il y avait des projets au LIRM. Nous, de notre côté, à RHELOS, on travaille sur du lancement à distance de tests, mais on n'est pas encore là. Ok, ça marche. Du coup, tu me diras quand ça sera prêt. Peut-être un prochain talk. Parfait. Oui, tu as dit qu'un cache de compilation du projet c'était 150 Go environ. Je pars du principe que c'est parce que tu builds avec les options de debug. Je voulais savoir si tu avais considéré de ne pas build avec les options de debug. Et si oui, pourquoi est-ce que... Enfin, je suppose que c'est ça déjà. Est-ce que... Alors, on build en release, Ok. mais on a des informations de debug qui restent. C'est pour un système de logging qu'on utilise qui a besoin de ces informations de debug dans le binaire. Ces informations de debug ne vont pas sur la carte, mais ça permet d'avoir un affichage plus détaillé des variables. Et vous avez besoin... Pour quelle raison est-ce que vous avez besoin d'avoir ces infos de debug sur tous les builds de la CI? Peut-être que c'est ce que tu viens de dire et que j'ai mal compris.
Alors, on a besoin, on utilise du coup ce système de log DEFMT, et du coup on aimerait savoir s'il fonctionne. Je crois que quand même, ce qu'on fait par défaut, c'est que même si on n'utilise pas DEFMT, on compile avec les informations de debug. Donc ça serait peut-être une amélioration de mettre que les informations de debug quand on en a besoin. Ok, Mais ça reste quand même, on a besoin des informations de debug des fois. d'accord. Merci pour le talk. Moi j'ai une question concernant le serveur de cache Git. Pourquoi le cache, enfin, et pourquoi pas ne pas juste récupérer le dernier commit? Très bonne question. Surtout que si vous faites ça, je suppose, à des PR, les commits changent tout le temps. Ah oui, c'est qu'on a un challenge, c'est que Cargo ne supporte pas en stable le clone entre guillemets shallow. Donc le clone de juste un commit. Cargo en mode stable, il va cloner tout le repo Git et check out après un commit. Il y a une option en Nightly qui permet de faire un shallow clone, mais du coup on teste en stable, on peut pas l'utiliser. Ok, ça marche. Et sinon, est-ce que vous avez essayé, avant de vouloir faire du hardware in the loop, comme tu l'as appelé dans la CI, est-ce que vous avez essayé avec des VM ou pas? Ah merde, alors, le problème, c'est que ces microcontrôleurs, ils sont assez spécifiques. Ils ont leur propre, ils ont des périphériques tous différents. C'est assez compliqué à émuler. Il y a des projets qui visent à l'émulation, mais l'idée, ça serait de complètement se passer de cette étape d'émulation et de passer directement au hardware. Une dernière question. Bon, tant mieux. Merci beaucoup Nils. Merci beaucoup tout le monde d'être resté jusqu'ici.